la revue de presse aujourd'hui de Afrique 1 avec mes compagnons, donc le doyen Lassine Camara, journaliste, et le doyen Jean Blaison, un écrivain. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de la situation dans certains pays d'Afrique, notamment la Guinée. En Guinée, donc il y a eu des morts hein, cette semaine à Zérékoré, donc une grande ville de Guinée. Et nous allons également parler donc du Nigeria. Le Nigeria, c'est suite à la visite du président du Nigeria donc en France, qui est le premier partenaire de la France en Afrique, le Nigeria, et également le Sahel, donc le Tchad qui a annoncé le retrait des soldats français du Tchad. Et également, donc, le président du Sénégal également a annoncé son intention de demander aux soldats français de rentrer chez eux. Donc, bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de faire avec moi cette revue de presse qui nous permet de faire le tour de l'Afrique. Donc, nous allons commencer par la Guinée. L'ancien Camara, donc les événements en Guinée ne sont pas du tout joyeux. Bien sûr, nous avons un gouvernement militaire de transition qui fait n'importe quoi au point d'organiser un match de football à Zérékoré pour la gloire du président en exercice, M. Mamadou Doumbouya. Non seulement il n'y a dans ce terrain qu'une seule sortie, vous vous rendez compte, faire un tournoi dans un terrain où il n'y a qu'une seule sortie. Il se trouve donc que c'était à la gloire du président Mamadou Doumbouya. Le peuple est venu, les populations des Zérékoré se sont déplacées, les sportifs aussi. Et entre-temps, un penalty a été sifflé. Il semble que, d'après ce que moi je sais sans être là-bas, que le penalty n'était pas le bienvenu compte tenu de ce que disaient les footballeurs qui sont venus de l'Abbé. Ils ont trouvé que ce n'était pas un bon penalty prononcé au moment où il faut, quand il le faut, et qu'il y avait injustice. Alors, entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle des protestations, surtout du côté des joueurs de l'Abbé, et après, les gens sont descendus dans le stade, et ça a commencé évidemment à chauffer. Et entre-temps, il fallait sortir. C'est-à-dire que quand il y a des rencontres comme ça et que les sporteurs essayent de se taper les uns sur les autres, il fallait que les gens sortent. En sortant, puisqu'il n'y avait qu'une seule porte, une seule sortie, eh bien, des gens sont tombés, d'autres ont marché sur ces gens, et beaucoup de morts. Il semble que c'est beaucoup plus de 56 morts, comme l'avaient annoncé les autorités gouvernementales. Il y en a qui parlent de plus de 100 morts. Alors, vous voyez que c'est très grave. Voilà, mais les chiffres, ne sont pas les mêmes. Donc, c'est dû à un mouvement de foule. Totalement. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement de foule et de panique en même temps. Et comme il n'y avait qu'une seule sortie, eh bien, il y a eu mort d'hommes. Beaucoup de morts. Et c'est déplorable quand même que sous un régime militaire, qu'on ne peut même pas organiser un match de football sans mort d'hommes. Mais ça, c'est grave. Donc, rien que ça déjà, il faut que les autorités rendent compte. Alors, donc, M. Blaison, quel est votre avis là-dessus? Vous qui êtes à la fois écrivain et homme d'église. Je vous remercie, M. Kara. Savez-vous, en Guinée, comme dans tous les pays qui ont commencé la révolution dans le sang, au temps de Sékou Touré, qui a voulu que son pays soit libre. Et à la fin du compte, il n'a pas été compris comme il fallait, où c'est un début, où on devait prendre de l'indépendance. Lui, il veut son indépendance de suite. Et l'Europe ne voulait pas. Et jusqu'à présent, que ce soit tous ceux qui l'ont remplacé, la Guinée est toujours dans le sang. J'avais pensé que le coup d'État de Doumbouya allait apaiser
comme je voyais aujourd'hui dans le Sahel, le Burkina Faso, qui parle avec son peuple, qui marche avec son peuple. C'est ce que j'attendais à Doumbouya. Mais ce n'est pas arrivé jusqu'à présent. Donc, il a un pied ici, il a un pied en dehors même de la Guinée. Or, dans mon pays, autrefois, j'ai un ministre qui disait, comment il s'appelait, Bala Keïta, qui disait, un pied dehors, un pied dedans, dehors. Ah oui, carrément. Carrément. Tu as un pied au dehors et puis tu as un pied dedans. Donc, il faut aller au dehors. Il ne faut pas rentrer dedans. Et Doumbouya est en train de faire des choses. Est-ce qu'il est dans la révolution pour l'Afrique? Est-ce qu'il est dans la révolution pour l'Europe? Personne ne le sait. Il n'y a que lui seul qui nage au milieu. Il n'est pas comme les gens du Sahel. C'est-à-dire, selon vous, il n'est pas africaniste? Il n'est pas africaniste. Et il n'est pas pro-européen non plus? Non plus. Alors, je ne sais pas où il se trouve. Sinon, où il est là, normalement, il ne devait pas avoir de morts. Voilà un bonhomme qui doit marcher parce que tout le monde l'attend pour ça. Et s'il redresse, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de condamnés, il n'y aura plus rien en Guinée. Voilà mon avis. Oui, le doyen Camara, mais suite à cet accident tragique, les autorités ont pris des mesures rapidement en déclarant qu'il n'y aura plus de match de foot au nom du président Doumbouya. Est-ce que c'est de bonnes mesures ou à votre avis? Ah, c'est une bonne mesure. Je ne vois pas pourquoi le président se servirait du football pour se faire un nom, alors qu'en Guinée, il y a la misère, en Guinée, il y a l'insécurité. Vous savez qu'on peut venir enlever un individu, c'est fréquent actuellement en Guinée. On vient, on t'enlève, on t'amène je ne sais où. En plus, la presse n'est pas libre. Tout ça, c'est très grave. Comment un militaire de son talent peut non seulement se couper de la presse. Quand tu te coupes de la presse, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Aujourd'hui, les journaux ne sont pas libres en Guinée. C'est très grave. Donc, à mon avis, et je le dis parce que c'est la vérité, ou bien il organise vers la fin de cette année des élections libres et transparentes, il remet le pouvoir à celui qui aura été élu, ou alors il reste, il fait n'importe quoi. Et s'il fait n'importe quoi, il peut finir comme Alpha Condé ou il peut finir même comme Moussa Dadis Camara. Voilà. Mais vous, ce que M. Blaison vient de dire, qu'il a un pied en Afrique et un pied chez les Occidentaux, du coup, on ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais ça, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que s'il veut négocier avec les Européens, c'est son droit. S'il veut négocier avec d'autres pays africain, c'est son droit. L'essentiel est que tout cela se passe avec les règles de l'art, que ce soit transparent. Si je coopère, parce que je sais qu'il est très soutenu par la France, eh bien, qu'il nous dise ce que ça va apporter à la Guinée. Nous, on s'est battu contre le colonialisme français. Si les Français veulent revenir, et c'est ce qu'on appelle la coopération gagnant-gagnant, aucun problème. Si les Français veulent nous aider aujourd'hui à former des cadres, des militaires, mais aussi des civils, des ingénieurs, des agronomes. Mais on ne dit pas non. Puis même vers la fin de son régime, vers la fin du régime de Sékou Touré, avant sa mort, Sékou avait voulu négocier avec la France. Il est venu ici en 82. Il a été reçu par Mitterrand. Oui. C'était pour coopérer avec la France. Nous ne sommes pas contre la coopération avec la France et avec aucun autre pays. On n'est pas contre. Ce qu'on veut, que ce soit une coopération qui nous apporte un plus. C'est-à-dire que si la France doit revenir en Guinée, qu'on sache que c'est pour faire du bien, qu'on sache que ce n'est pas pour envenimer l'esprit ethnique. Parce qu'il y a un esprit ethnique qui est envenimé actuellement qui peut nous conduire à des catastrophes. Et là, il y a des radios France-Afrique qui sont là pour faire. C'est-à-dire les gens viennent raconter n'importe quoi sur leur propre pays. On diabolise la Guinée. La Guinée est diabolisée par la presse, par une certaine France-Afrique presse. C'est-à-dire tout est mauvais en Guinée. Mais c'est faux. Il y a des choses qui sont très bien. Je suis d'accord que ce qui vient de se passer à Zéro-Corée soit dit et dénoncé comme nous le faisons, mais il ne faut pas dire que tout ça, c'est uniquement la Guinée. Voilà. Coopération, oui,
Coopération sincère et solide, oui. Mais coopération plus ou moins tordue, non. C'est clair. Alors, donc, la toute dernière question, je voulais avoir votre avis sur la Guinée, hein. Est-ce que, à votre avis, si Mamadi Doumbouya doit organiser des élections et n'y participe pas, Jean Blaiseau? Savez-vous, M. Kara, l'armée peut rester au pouvoir. Il peut participer à des élections, mais à une condition, qu'il soit avec le peuple, qu'il soit soutenu par le peuple. Ce n'est pas un clan qui doit soutenir l'armée. Il y en a, regardez, moi je donne toujours l'exemple sur Sahel. Au Burkina, est-ce que, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, il a demandé être président? Non. Mais les gens sont réunis, la foule est venue, on dit à partir d'aujourd'hui, on te donne 5 ans de pouvoir. Il dit, bon, c'est vous qui avez dit, hein. On dit, oui, 5 ans aujourd'hui, il est le président. Pourtant, il est capitaine. Il est le président du Burkina. Hein? Ce n'est pas la transition. Hein. Et il paraît aussi qu'il il a refusé son salaire de président. Tout. Et il a gardé son salaire de capitaine. De l'armée. Ouais. Hein? C'est tout ce qu'il a gardé. C'est un symbole. Aujourd'hui, hein, c'est un vrai symbole. Ça, il est en train de faire les choses extraordinaires au Burkina. Niger est en train de faire la même chose. Mali aussi. Mais au Mali, il y a le serpent bois qui se promène, mais qui ne sait pas encore où il faut mettre la tête. Hein? Oui. Donc, Doumbouya peut rester au pouvoir, mais pas le peuple, tout le peuple de la Guinée soit convaincu qu'il est avec Doumbouya et que Doumbouya est avec son peuple. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, le doyen Camara, vous êtes favorable à ce qu'il se présente ou pas? Je ne suis pas favorable du tout. Je pense que ces premières années suffisent pour voir ce qu'il peut faire. Je ne suis pas favorable. Il vaut mieux réellement qu'un civil, si c'est possible, de la dimension de Sonko Ousmane au Sénégal et de Bassirou, que les jeunes prennent la relève en Guinée. S'il n'y a pas un gouvernement renouvelé, la Guinée ne s'en sortira pas. Donc, je ne suis pas d'accord du tout que Mamadi Doumbouya soit candidat. Très bien. Donc, nous allons suivre ça de très, très près. Donc, l'actualité en Guinée. Nous allons passer au Nigeria. Alors, le Nigeria, un énorme pays, un grand pays d'Afrique, à la fois en superficie et en nombre d'habitants. Le président du Nigeria a effectué une visite d'État en France tout récemment. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, le doyen Camara? Ça a été un succès. Et non seulement, quand il a rencontré le patronat français, il a posé ses conditions et le patronat français veut aujourd'hui, en matière de pétrole, investir au Nigeria. En plus, il a été question de sécurité. Les djihadistes attaquent un peu partout, particulièrement au Nigeria, Boko Haram et autres. Donc, il a été question de sécurité. Si maintenant, lors de cette magnifique visite d'État, parce qu'il a été très bien reçu par Macron, il faut voir à l'Élysée tout ce qui s'est passé. Si, entre-temps, la lutte contre Boko Haram, c'est la chose la plus grave, c'est que le Nigeria, un grand pays comme ça, est déstabilisé par Boko Haram. Mais il n'y a pas que Boko Haram. C'est qu'il y a une corruption terrible au Nigeria. Et ça met le pays en retard. Le patronat français veut parfaitement aller au Nigeria, avoir sa part de pétrole, investir dans le pétrole. C'est quand même la première économie d'Afrique, hein, le Nigeria. Totalement, c'est l'une des premières économies d'Afrique qui aurait pu être ce que j'appelle un État fort, un État intelligent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a l'esprit plus ou moins mafieux qui s'est infiltré. Au Nigeria, les gens viennent aujourd'hui, quand il y a par exemple un champ de pétrole quelque part, ils viennent de manière totalement illicite et inacceptable pomper le pétrole. Ça, c'est le Nigeria. Et en plus, le Niera, aujourd'hui, il ne vaut presque rien par rapport au dollar. Donc, la visite d'État du président nigérian à Paris a été ça a été quelque chose de très bien parce qu'en plus, il y a eu énormément de respect entre lui et Macron. Bon, évidemment, Macron ne peut pas faire autrement, puisque c'est un grand pays comme le Nigeria vient te rendre visite
Donc, tu ne peux pas ne pas le recevoir avec tous les honneurs. C'est ce qui s'est passé. Mais nous espérons que de cette visite d'État, qu'il y aura quelque chose de nouveau pour le Nigeria entre la France et bien sûr le Nigeria. Monsieur Blaison, Oui. le Nigeria, alors la visite d'État de la première puissance économique de l'Afrique en France. Je vous remercie, M. Kara. C'est un truc que je ne partage pas. Parce que hier, le Nigeria il est toujours président de la CEDEAO et il a voulu faire la guerre au Niger, où l'armée française se préparait pour soutenir toute l'armée de... Oui, mais il n'est pas seul, c'est la CEDEAO. Oui, mais il est le président de la CEDEAO. Mhm. C'est différent. C'est comme un président de la République. Donc, c'est lui qui commande la CEDEAO. Et en ce moment-là, c'est lui qui avait commandé la CEDEAO pour aller combattre. Pour aller attaquer un pays voisin. Le pays voisin qui est tout juste le pays frère. Hein? Avec le soutien de l'Europe, en passant par la Côte d'Ivoire. Donc, venir en France, ça ne m'étonne pas. C'est normal qu'il vienne en France. Mais celui qui vient en France, pour le moment, le temps qui court, celui qui n'est pas dans le panafricanisme pour donner son pays le droit de bien vivre et qui dit on peut le soutenir par Pierre ou par Paul, moi je dis on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je vous remercie. Eh bien, donc, le doyen Camara, je sais que sur ce point-là, vous n'êtes pas d'accord. Ouais. Écoutez bien, le Nigeria, quand à l'époque, il y avait ce conflit entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il était tout à fait normal que la CEDEAO prenne une position. Parce que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'Afrique ne doit pas se laisser diviser. L'Afrique ne doit pas tomber dans ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. L'Afrique ne peut pas appuyer non plus d'un coup d'État à l'autre coup d'État. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs coups d'État dans certains pays du Sahel. Il ne faut pas le nier. Alors, quand on a vu qu'il y a eu des tentatives de coups d'État militaires, et regardez au Burkina Faso, avant d'en arriver à Ibrahima Traoré, il y a eu plusieurs coups d'État. Donc, on ne peut pas non plus accepter l'instabilité quand on voit que ceux qui viennent au pouvoir ne font pas l'affaire. C'est quand la CEDEAO, je ne suis pas d'accord d'ailleurs que la CEDEAO attaque qui que ce soit, mais quand la CEDEAO a vu que déjà au Burkina Faso, il y avait l'instabilité, que la CEDEAO a dit, ah, si c'est comme ça, nous allons essayer de sonner ce qu'on appelle l'alarme. Il n'est pas question que la CEDEAO du jour au lendemain attaque tel ou tel pays africain. C'était une manière de dire, cessez l'instabilité, ceux qui viennent, ils doivent faire l'affaire. À ce moment-là, c'est bon. Mais il faut aussi que les militaires comprennent qu'on ne prend pas le pouvoir par plaisir. J'ai cité le cas d'Amadou Toumani Touré. C'est un garçon intelligent. Quand il a renversé Moussa Traoré, il a dit, moi, je n'ai pas de programme, je ne suis pas formé pour gouverner pour le moment, je fais des élections libres et transparentes, et quitte à revenir après. C'est ça un bon militaire. On ne vient pas comme ça, dès que je fais le coup d'État, je ne veux plus partir. Il faut arrêter ça. Oui, mais en ce moment, il y avait beaucoup de coups d'État. Il y avait le Mali, il y avait la Guinée, il y avait le Burkina, Voilà. Et le Gabon, Voilà. et le Niger. Donc, Voilà. Alors, donc, les militaires sont faits pour rester dans les casernes, je vous le dis tout de suite. Maintenant, si ce que j'appelle des pouvoirs politiques corrompus venus du civil, effectivement, ces civils, il faut les sanctionner. C'est le cas d'Alpha Condé. Alpha Condé est venu, c'était un civil qui avait fait l'Europe. Et puis, il fait n'importe quoi au point qu'il veut se cramponner au pouvoir. C'est normal qu'on le renverse. Alpha Condé ne peut s'en prendre. Donc, il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État, selon vous. Il y a de très bons coups d'État, comme celui de Sankara, qui a été un très bon coup d'État, qui a conscientisé les populations burkinabées. Et je salue l'époque de Sankara quand même, parce qu'il y a eu le FESPACO. On allait faire le FESPACO.
c'est-à-dire parler du cinéma panafricain. On a fait le CIAO, Salon international de Ouagadougou. Mais c'était devenu ce que j'appelle un pays fréquentable, un pays qui émergeait. Et puis, là-bas, l'artisanat, c'est très fort. Ils sont très forts en artisanat, les Burkinabés. Non, honnêtement, le coup d'État de Sankara était salutaire. Ce qui n'est pas le cas de bien d'autres militaires qui sont venus. Si un bon militaire est là et fait du bon travail, on l'appuie. Si le pays avance, on l'appuie. Mais si c'est pour remettre le pays en retard, on dit non. Il faut être sérieux. Ou on avance ou on recule. Le doyen Blaiseau, je vois que d'après vos grimaces, vous n'êtes pas d'accord. Non. Il y a un truc qui est simple. CEDEAO est fait pour protéger l'Afrique, n'est-ce pas? Les populations. Les populations de l'Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Donc, CEDEAO peut aller combattre Boko Haram au Nigeria. Il n'a pas fait encore jusqu'à présent. Et quand le pays est en train de combattre les ennemis qui sont en train de tuer le peuple, CEDEAO sanctionne. Alors, la CEDEAO, là, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le président du Nigeria, qui est en France actuellement, c'est normal. Boko Haram en train de... Boko Haram. Boko Haram ou Non, Boko Haram. Boko Haram en train de détruire son pays. Mais on n'a jamais pris l'armée pour dire on va combattre le Boko Haram. Et ici, c'était en quelle année? Ça y est, dans l'un de mes livres, je vois le matériel venant des États-Unis pour aller livrer au Boko Haram, qui a été pris par Paul Biya au Cameroun et qui est resté d'ailleurs. Tous les matériaux là sont restés au Cameroun. Et ce matin-là, je regarde sur un journal et puis je vois ça. Livraison des armements au Boko Haram. Et personne. Et ces armements viennent d'où? Ben, ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe. Et personne n'a l'audace pour dire, bon, on n'a qu'à se réunir. L'Afrique, la CEDEAO a tout l'armement pour aller combattre le Boko Haram qui est en train de détruire nos parents. On attend les Européens. Mais attends. Mais quand il s'agit d'un autre pays qui est en train de combattre son propre ennemi, on dit non, il faut réunir maintenant l'armée des CEDEAO pour aller les combattre. Alors là, je vous dis... vous n'êtes pas d'accord? Non. Je suis désolé. Ok. Donc, donc la visite, selon vous, et du président du Nigeria, est-ce que ça sera bénéfique pour les Nigérians aussi ou pas? Non. Je ne vois même pas. Ça sera bénéfique pour lui. Pour lui. Lui, il est venu chercher son... Comment il faut qu'on le protège, machin et tout. Mais pour dire c'est pour le peuple de Nigeria, je vous dis non. Moi, je suis catégorique. D'accord. Bon, désolé. Alors, le doyen Camara, vous avez un mot à ajouter ou on peut passer au sujet suivant? Non, il ne faut pas être dans l'excès de langage. Le président du Nigeria ne peut pas venir en France uniquement parce qu'il veut être protégé. Il a compris que la bonne gouvernance fait partie désormais du travail à accomplir. On ne peut plus berner nos populations. Et lui, il a compris. Et puis, après tout, il a intérêt à ce que la coopération soit une coopération digne de ce nom. Il sait que la jeunesse n'attend que ça. C'est ce qui me plaît, c'est que les jeunes exigent une bonne coopération. Et donc, cette visite d'État est une visite d'État positive. Il faut saluer ce voyage en espérant que d'autres chefs d'État, quand ils viendront à l'Élysée, se comporteront en hommes d'État, exigeront des choses bien. Par exemple, le départ de l'armée française de tel ou tel pays, ça, ce sont de très bonnes nouvelles, mais ça doit se passer dans ce que j'appelle le respect des uns et des autres. Alors, donc, très bien. Donc, nous allons passer au sujet suivant qui est le Sahel. Le Sahel, aujourd'hui, il y a le Tchad, et, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a le Tchad qui a annoncé son intention
demandé à la France de retirer ses troupes. Donc, un gros bataillon français qui se trouve au Tchad actuellement. C'est le plus gros d'ailleurs d'Afrique. Et donc, je rappelle que la France a sa base au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad et à Djibouti. Mais Djibouti, c'est différent, parce que Djibouti, c'est une location. Donc, ce sont les Djiboutiens même qui ont accepté ça, et toutes les bases militaires se trouvent là-bas, les États-Unis, la Chine, la France, et chacun loue sa base et verse de l'argent au gouvernement djiboutien. Alors, mais pour le reste, les autres, donc ce sont des accords bilatéraux depuis l'indépendance. Donc, 2 pays viennent d'annoncer, le Sénégal et le Tchad. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Jean Blaison? Je vous remercie, M. Kara. Savez-vous, dans un pays où il y a l'armée, vous n'êtes pas indépendant. Jamais. Quoi qu'il arrive. Et Laurent Gbagbo disait l'autre jour, le chien qui a vu le lion, quand il court pas de la même manière que tous les chiens. Que les autres chiens. Que les autres chiens. Parce qu'il a vu le lion. Il a vu le lion. Moi, je suis un enfant des travaux forcés. Je connais le blanc, je connais le français. Je n'ai pas été à l'école. Ben oui, mais vous êtes écrivain, vous avez écrit 12 livres. Hein? Aujourd'hui, je parle sa langue à moitié. Je dis bien à moitié. Ce n'est pas totalement. Mais comme là, je ne reviens pas en arrière, je me trouve bien comme ça. Savez-vous, quand vous marchez sous la route et sur une petite feuille, le serpent vous a mordu, si vous trouvez la feuille de banane sous la route, vous courez. Parce que vous ne savez pas s'il y a au moins 1000 serpents en dessous. En dessous. Donc vous passez très loin. Ça, c'est les proverbes de l'écrivain Jean Blaison. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas la France, je n'en veux pas à la France. Mais la France même, dans son administration, est commandée par quelques loges qui sont cachées, qui ne sont pas au dehors, mais qui dirigent le pays à travers le représentant français et qui dictent ce que le président doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Bon, arrivé à un certain moment, le président, ce qu'il voulait faire, c'est comme je disais autrefois, je dis, le président agit. Le président, en Côte d'Ivoire par exemple, vous m'avez posé la question sur la Côte d'Ivoire, les infrastructures qui sont développées, machin. J'ai dit, ouais, mais on lui a dit de faire Abidjan. On ne lui a pas dit de faire l'extérieur d'Abidjan. Donc, l'extérieur d'Abidjan, il n'y a pas les infrastructures. Tout se trouve à Abidjan. C'est le phare. C'est la vitrine. C'est la vitrine. On dit, bon, la Côte d'Ivoire, ça a été renommé comme premier pays machin et tout. Donc, il faut mettre Abidjan là, devant tout le monde. Aujourd'hui, vous voyez Abidjan. On croit que toute la Côte d'Ivoire est comme ça. Voilà. Oh, mais ce n'est pas le cas. Les gens sont là, il y en a qui, derrière, à 100 km, même à 50 km, les enfants ne vont pas à l'école. Vous voyez ça? Hein? Et maintenant, on retourne, on dit, bon, tout le monde qui sont à Abidjan, qui ne sont pas habitables ici, il faut qu'on les renvoie dans les villages. C'est le déguerpissement. Oui, on casse. Mais déjà, ceux qui sont derrière la forêt d'Abidjan, ils ne vont pas à l'école. Et on casse les écoles d'Abidjan. Comment on fait? Ça, c'est un autre problème. C'est pourquoi je dis, l'Afrique, si vous voulez qu'on s'en sorte réellement,
Ce n'est pas l'histoire des Français, des Africains, c'est une histoire de l'homme noir qui doit s'entendre. L'homme noir, tout l'homme noir du continent noir doit s'entendre pour reprendre son continent dans la main de ceux qui l'ont pris. Parce qu'avant, ils étaient les maîtres de ce continent. Et aujourd'hui, ils ne sont plus des maîtres. Malheureusement, ils ne se posent pas la question. Ils ont été à l'école, ils ont les doctorats, ils ont les licences, ils ont les temps, mais ils ne savent pas pourquoi nous qui avons enseigné l'Europe, pourquoi aujourd'hui l'Europe nous enseigne. Ils ne posent pas cette question. Moi, j'ai un doctorat, bon, je marche à mon doctorat. Je mange bien, je bois bien, je suis avec ma famille. Ben, demain matin, l'Afrique ne serait pas là. Alors, le doyen Camara, voilà Jean Blaison qui avait un véritable plaidoyer. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Il faut qu'on soit rationnel. Surtout concernant le retrait, c'est-à-dire l'annonce de retrait des militaires au Tchad et du Sénégal. Voilà. Quand la France a été libérée, De Gaulle avait été aidé par les Américains. Il y avait des bases américaines ici en France, particulièrement à Nancy et ailleurs. Mais De Gaulle, qui est un bon militaire, un bon patriote, il a toujours tenu à ce que les bases américaines quittent la France. Il l'a fait de manière totalement intelligente, sans bruit, et les Américains en ont tenu compte. C'est ça, être patriote. Si aujourd'hui, le Tchad dit de manière tout à fait respectueuse à l'armée française et au gouvernement français de s'en aller, je suis totalement d'accord. Tous ces pays africains qui ont été d'une façon ou d'une autre occupés par les militaires français, il est tout à fait normal de revoir les accords. C'est ce qui est bien. Donc là-dessus, le Tchad, il faut le saluer. Si demain, la Côte d'Ivoire veut en faire autant, mais ça sera de manière tout à fait limpide. Il ne faut pas non plus dire que parce que le gouvernement n'a pas pris une telle position radicale au départ. La radicalité, les excès de langage, de comportement ne servent à rien. Il faut aller de manière rationnelle, méthodique. Si Ouattara se rend compte que l'armée ivoirienne peut parfaitement sécuriser la totalité du territoire ivoirien, mais rien ne l'empêche de faire comme le Tchad. Le Tchad, à un moment donné, a accepté les militaires français. Aujourd'hui, le Tchad dit, nous pouvons parfaitement sécuriser notre territoire. C'est tout. Donc, c'est à Ouattara de voir si l'armée ivoirienne est prête à sécuriser la totalité du territoire ivoirien. Attention, c'est-à-dire, dire tel ceci, tel cela, il faut être capable. On est indépendant depuis combien de temps? Pourquoi on n'a pas formé de bons militaires pour sécuriser nos territoires? Comment se fait-il? Il y a très peu d'ingénieurs, très peu d'agronomes, très peu de médecins. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Lutter contre la mauvaise gouvernance, mais de manière rationnelle et de manière totalement utile. Il ne s'agit plus, comme certains le font, de lancer de très grands mots sans effet, sans mesurer ce que ça peut faire. Ouattara est un homme totalement libre aujourd'hui. Il a fait trois mandats. Il peut dire à la veille de son « je suis d'accord de faire un quatrième ou pas », mais moi-même, je vais plus loin. Moi, je souhaiterais que Ouattara, avant même de partir, qu'il fasse ce qu'on appelle le Festival mondial des arts nègres, comme il l'a fait avec la Cannes. Voilà, quand la Cannes a été un succès, si Ouattara, avant même de partir, fait ce qu'on appelle le Festival mondial des arts nègres, ce qui ne s'est jamais passé en Côte d'Ivoire, alors là, ce serait une très bonne chose. Maintenant, le départ des militaires français, ça, ce n'est qu'une question de calendrier. Je ne pense pas que les militaires français resteront longtemps en Côte d'Ivoire. Donc, vous pensez que comme le Sénégal et le Tchad, les autres pays aussi vont demander à la France de retirer ses troupes, comme le Gabon et la Côte d'Ivoire. Jean Blaison, vous êtes d'accord? Totalement. Et Houphouët a dit une chose. Il dit, je négocie. Aujourd'hui, nous négocions avec vous. Vous ne voulez pas nous accorder la négociation.
les enfants qui vont venir, sur cette base, ils ne vont pas négocier avec vous. Ils vont arracher. Ils vont vous arracher. Or, l'indépendance à question, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Jamais. Oui. Vous n'avez jamais vu qu'on vous ait donné l'indépendance. Vous avez vu une fois un esclave, on dit que tu es libre, vas-y comme ça? Non. Il est esclave. Il lutte. Il lutte. C'est dans sa lutte-là qu'il enlève. On le voit lutter. On dit, bon, laissez-le maintenant partir. Donc, c'est une question. Ce n'est pas qu'il a la force, mais il a une envie de partir. Quand quelqu'un a une envie de partir, on est obligé de le laisser. Mais quand tu n'as pas une envie de partir et puis tu es là et tu dis, bon, c'est mon patron là qui va me protéger, tout, tu ne partiras pas. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, tous les deux, on va conclure là-dessus parce qu'on n'a pas assez de temps maintenant, c'est fini. Et est-ce que c'est pas parce que c'est Macron qui est au pouvoir en France qui a permis à tous ces États africains aujourd'hui de s'émanciper, même sur le plan militaire, de demander à la France de retirer ses troupes. C'est-à-dire que maintenant, ils n'ont quasiment plus peur, à votre avis? Mais les Africains, aujourd'hui, sont en train de renaître de leurs cendres, de leurs échecs. Et Macron est obligé de suivre ce qu'on appelle la voie populaire. Macron, à un moment donné, semblait favorable à Macky Sall. Ne l'oublions pas. Mais quand les Sénégalais ont dit il n'est pas question que quiconque nous dicte des lois, ils ont fini par prendre ce qui était du côté du peuple. Et ceux qui étaient du côté du peuple, c'est Sonko, Bassirou et leur équipe. C'est la même chose dans tous les pays africains. Tout chef d'État qui aujourd'hui s'amuserait à vouloir pérenniser la colonisation et le néocolonialisme n'a aucun avenir en Afrique. Aucun avenir. La jeunesse dit ah non, c'est fini, c'est fini. Donc, ce qui s'est passé au Tchad, qui peut croire qu'il y a quelques années que le Tchad allait dire aux militaires français de s'en aller personne? C'est parce que le peuple a dit non, ça suffit, et la jeunesse a dit non. Donc, je suis sûr et je suis du côté de ceux qui changent, non pas par la force, par des mots plus ou moins qui ne veulent rien dire, par ce que j'appelle des actes. Aujourd'hui, le Tchad a été obligé de poser un acte de fond. Les Français vont s'en aller, mais respectueusement. Monsieur Blaiseau? Monsieur Kara, souvenez-vous que la France a fait une grosse erreur en tuant Kadhafi, en bombardant la résidence présidentielle de la Côte d'Ivoire, en disant qu'il y a 3000 morts. Or, il y a de 2001 à 2020, il y a eu 1 500 000 morts en Côte d'Ivoire. Mais ils se campent sur 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et les Africains, sous cette erreur monumentale, qui a donné la parole au président français, M. Sarkozy, qui disait, on dit on ne peut pas enlever Gbagbo. Moi, je l'ai enlevé. Ça a ouvert les yeux de tous les pays. C'est ce que disait Ibrahim Traoré. Il dit, il nous a manipulés. Et notre pays était la base arrière de ceux qui ont enlevé Gbagbo. Et aujourd'hui, ils font la base arrière en Côte d'Ivoire. Vous voyez, la France, bon, ce n'est pas la France que moi je parle, hein. Je parle l'administration française. Le gouvernement. Le gouvernement, par son intérêt, qui ne voit même pas son peuple, qui voit seulement que son intérêt, bon, l'intérêt c'est bien sûr, il apporte ça au peuple, je suis d'accord, parce que tout ce que la France gagne, il le partage avec le peuple, ce qui n'est pas le cas de chez nous.
Ça, il faut être d'accord sur ce point. Mais il faut regarder les choses dans le contexte où ça se passe. Donc moi, aujourd'hui, les militaires, l'autre dit dans 30 ans, non, 30 ans c'est trop. Dans 10 à 20 ans, il n'y aura aucun militaire sur la terre africaine, surtout français. Merci. Donc, voilà, nous arrivons au terme de cette émission. La revue de presse, donc, que nous animons ici avec le doyen Jean Blaison, écrivain, homme d'église, et le doyen Lansine Camara, qui est le président de l'Union internationale des journalistes africains, aujourd'hui, qui ont décortiqué pour vous l'actualité africaine de la semaine. Et donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à la semaine prochaine.